Nous retrouvons nos invités pour la suite. Justin Anani, Eric Johnson et Firmin Tekou Agbo, avant de parler du Burkina Faso et de cette rencontre entre la junte militaire au pouvoir et les partis politiques à Ouagadougou, la capitale. On continue un peu notre voyage. On parlait de la CEDEAO, nouveau sommet des chefs d'État jeudi à Accra, au Ghana. Eric Johnson avec la parole. Oui, je disais tout simplement que nous sommes nous-mêmes, citoyens de la sous-région, en train de fragiliser cet instrument qu'est la CEDEAO. En réalité, la CEDEAO a mis en place toutes les institutions qui pouvaient nous permettre de prospérer. Il y a les commissions qui sont là. Il y a également, pratiquement à chaque réunion, il y a des directives, de nouvelles directives qui sont établies par rapport à la donne actuelle. Et donc, je pense que quand nous faisons des sorties en disant que la CEDEAO crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, je pense que nous sommes en train de fragiliser cet instrument. Imaginez-vous lorsque des citoyens, de simples citoyens, alors que chez nous, par exemple, nous n'avons pas le droit, par exemple, en tant que citoyens, de voir la Cour constitutionnelle pour nous régler un problème. Mais il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui nous donne cette possibilité. Lorsque nous ne sommes pas d'accord par rapport à une situation de justice, parce que nous parlons beaucoup plus d'injustice dans nos États, cette Cour-là nous permet de nous faire dire le droit. Et donc, je pense que finalement, il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous soutenons cette CEDEAO dans cette décision pour permettre le rétablissement de l'ordre républicain dans tous nos pays. Alors, cela veut dire que les décisions qui vont sortir jeudi prochain à Accra au Ghana, ces décisions seront soutenues par la population, parce qu'on sait déjà, Justin Anani, que les décisions qui ont été prises à l'encontre du Mali, on sait ce que ça a entraîné en Afrique de l'Ouest. Oui, je pense que les populations sont aujourd'hui en déphasage avec le chef d'État au niveau de l'espace. Pourquoi? C'est parce que, comme je l'ai fait observer tout à l'heure, la charte qui a mis en place la création de la CEDEAO à un moment donné, le contenu n'est pas respecté. Progressivement, les populations se rendent compte que je suis béninois, je quitte le Bénin pour venir au Togo, c'est la difficulté. Alors que nous sommes pratiquement dans le même espace. Les tracasseries qu'on observe sur les routes et tout, déjà ça met déjà en difficulté la CEDEAO. Maintenant, il se raconte que la CEDEAO n'est plus la CEDEAO des peuples, que c'est la CEDEAO des chefs d'État. C'est le syndicat des chefs d'État. Je rappelle que cette question, oui, on l'a adressée au professeur Condé Lomé au cours des discussions entre les acteurs politiques, et après tout ce qu'on a connu en 2017. Donc, et la même analyse, malheureusement, beaucoup de populations, de peuples, que ce soit le Sénégalais, que ce soit l'Ivoirien, tout, se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'espace CEDEAO, ce qu'on appelle CEDEAO aujourd'hui, se résume uniquement au niveau des chefs d'État. Donc les décisions qui sont prises sont des décisions impopulaires. Je ne pense pas que la CEDEAO va se retrouver peut-être jeudi, demain je crois, pour détailler encore, pour prendre encore des sanctions comme on en a connu contre le Mali ou la Guinée, que ça serait produit de l'autre côté du Burkina Faso. L'autre constat que je fais, c'est qu'on fait un coup d'État dans un pays, les populations jubilent. C'est de la manipulation. Donc c'est là où on doit se poser beaucoup de questions. Et c'est là où moi je dis, quand vous prenez le coup d'État qui a été observé. On a vu la manifestation déjà au Mali. Au Mali. On a vu en Guinée. Oui. On l'a vu en Guinée. On l'a vu au Burkina Faso. C'est de la manipulation. Que les populations s'attendaient également hier que ce coup d'État contre Mbalo aussi, voilà. Et donc, ça amène à la réflexion. Eric l'a dit tout à l'heure, quelle que soit la situation dans un pays, l'armée n'a pas pour vocation de sortir de sa caserne pour renverser. Mais ça me rappelle également ce que le feu Yadema avait dit. Que c'est parce qu'il avait constaté à un moment donné que ça n'allait pas entre les acteurs politiques. Il a pris sur la responsabilité et que lorsque ça n'allait pas dans un pays,
le corps habillé, le militaire a la responsabilité également d'aller rétablir l'ordre. Oui, et il y a des mots à ajouter. Oui. Que c'est parce que les institutions Oui. étaient en l'air. Voilà. C'est-à-dire que tout était à plat. Voilà. Il y avait un vide constitutionnel et ils ont profité en tant que forces armées pour aller Ce qui n'est pas le cas, vous le dites. Voilà. Voilà. Du Mali. Du Mali, voilà. Non, Et non, au niveau, du tout. au niveau du Mali et des autres pays, bon, il y a des institutions qui sont là. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ces institutions-là arrivent à jouer leur rôle. Non. Ici, dans le cas d'espèce, on parle de coups d'État militaires. Et c'est ce que nous condamnons. Mais malheureusement, la CEDEAO a laissé faire les coups d'État constitutionnels. Pour ne pas dire les coups d'État. Et c'est ça, la Libye a avancé par Voilà, les autres. c'est ça. Pour dire, mais si vous avez laissé tripatouiller la Constitution, vous avez laissé, certains chefs d'État font 3 mandats, 4 mandats, je ne sais pas où. Mais vous nous reprochez quoi? Maintenant, le cas qui se pose au niveau de Burkina Faso, qui rappelle ou qui amène à faire la réflexion de façon approfondie, sans état d'âme, et que les militaires avancent, qu'on n'a pas mis les moyens à leur disposition. Les militaires estiment qu'il y a corruption dans l'administration. Ouais. Il y a certains politiques qui estiment que quand vous n'êtes pas du parti de Christian Kaboré, vous ne pouvez pas accéder à tel poste, vous ne pouvez pas travailler dans l'administration, et ainsi de suite. Ça se passe dans une société, dans une opinion. Si on se base sur ces éléments-là, et que si réellement c'est confirmé, mais ça ne peut pas empêcher l'armée d'aller faire un coup d'État, étant entendu que la même CEDEAO a soutenu des coups d'État, pas militaires, mais des coups d'État civils. Pour ne pas dire des coups d'État militaires ou civils. Vous voulez parler de la Guinée, de la de la Côte d'Ivoire. Et même le cas du Togo, lorsque le problème s'est posé, la CEDEAO pouvait quand même intervenir. À un moment, par contre, les Togolais sont discutés sur la question de limitation de 2 mandats. Moi, je dis, Dieu merci qu'on n'a pas allé à l'explosion. Parce qu'au moment, ça posait, rappelez-vous, de 2017-2018, il y a une frange de la population qui peut aller sortir, s'acheter des armes, pour venir régler les comptes. Là, peut-être on n'en serait pas ici aujourd'hui. Mais la CEDEAO a laissé faire. Mais par après, la CEDEAO a proposé la mise en œuvre d'une feuille de route. Où en est-on aujourd'hui? Je ne saurais le dire. Ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace de CEDEAO. Ça veut dire que la CEDEAO même a prêté le flanc et qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup de choses. Mais l'autre volet que j'analyse dans cette situation, c'est que je sens une manipulation. Je sens une manipulation parce que très rapidement, le coup d'État est consommé. La Russie qui se propose d'offrir son service aux militaires burkinabés pour chasser les terroristes, les djihadistes, ainsi de suite. Maintenant, tel que la géopolitique se joue aujourd'hui, Firmel l'a dit, il y a les puissances qui se rentrent dedans aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Europe, cette histoire de l'Ukraine, ainsi de suite. Parce que l'Ukraine a pris position d'adhérer à l'OTAN. La Russie n'est pas d'accord. Voilà, les puissances se bousculent. La position de l'Allemagne là qui n'est pas trop claire. La France qui dit voilà. Comment on appelle le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a rendu visite au président ukrainien hier. Vous suivez ces actualités, ça veut dire que ça bouge. Maintenant, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, les informations ne sont plus cachées. Maintenant, on sait le rôle que joue la France. On sait le rôle que joue les puissances. On sait le rôle que joue la Chine aujourd'hui en Afrique. Mais à un moment donné, l'élite africaine doit quand même prendre ses responsabilités. Donc, lorsque l'élite arrive à prendre ses responsabilités, ça n'empêche pas que cette élite-là revienne dans la masse pour informer l'opinion, peut-être pour manipuler l'opinion. Voilà, donc on est en face d'une situation où il peut se passer beaucoup de choses. Donc, ça me ramène à conclure en disant ceci, que les chefs d'État ne vont pas aller se retrouver et dire voilà, suivant les tests, on doit prendre des décisions. Mais là, ils doivent réfléchir de façon approfondie. Pourquoi c'est dans les espaces francophones qu'on observe les coups d'État en Afrique, notamment au niveau de la CEDEAO, et que dans les pays anglophones, bien que le Ghana a connu des coups d'État, mais le Nigeria en a connu avant de se retrouver aujourd'hui dans une institution. Le Nigeria connaît des problèmes sécuritaires. Voilà. Donc, pourquoi c'est seulement au niveau des espaces, enfin, les pays qui sont dans l'espace francophone, notamment de la France, et qui sont tellement bouleversés par cette histoire de coup d'État aujourd'hui avec les nouvelles donnes. Voilà. Allez, excuse-moi, je voudrais juste dire 2 mots par rapport à tout ce que mon confrère a dit. Vous savez, regardez un peu l'espace CEDEAO. Il y a
des études qui ont été faites déjà, et on nous dit que au premier trimestre 2022, là, c'est-à-dire à fin mars, la croissance économique de la CEDEAO, de la zone, serait de 6,6%. Là, lorsque vous allez dans les instances internationales comme l'Union africaine, comme l'ONU, quand on veut parler de la CEDEAO, on vous dit que c'est l'organisation sous-régionale africaine qui a le vent en poupe. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est mieux structurée, mieux organisée et pouvant permettre à ses États membres de pouvoir décoller sur le plan économique. Alors, si tout ça se passe, est-ce qu'on ne peut pas, nous autres, réfléchir, aller plus loin, ne pas regarder seulement la partie visible de l'iceberg pour dire que nous sommes en difficulté sur le plan politique, nous sommes en difficulté sur le plan sécuritaire et s'arrêter là. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que ça se passe entre nous. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes les responsables de tout ce qui nous arrive. L'élite qui se comporte très mal quand elle a le pouvoir et les militaires qui rentrent dans le jeu pour créer du désordre. Donc je pense que nous devons pousser la réflexion encore plus loin en se demandant pourquoi c'est notre sous-région et trouver des solutions idoines à nos différents problèmes. Je voudrais aussi revenir sur le phénomène où la CEDEAO est décriée par les populations. Vous savez, politiquement, la CEDEAO ne peut pas s'introduire dans la gestion ou dans l'institution constitutionnelle des États. Autrement dit, on serait en face d'une situation où la CEDEAO serait obligée, parfois, contre le gré des populations, d'imposer des chefs d'État. Et ce sera vraiment malheureux. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout ce que nous voyons. Voilà, je voudrais juste ajouter quelque chose, une petite analyse un peu cyclique, parce que m'inspirant un peu de ce que Justin a dit, en parlant d'élite, en parlant des nouveaux moyens de communication, de la technologie qui est en train d'avancer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai une fois dit ici, mais je vais l'approfondir. Si vous voyez un peu ce qui s'est passé dans les années 60, ce qui a engendré beaucoup plus l'indépendance, c'est parce que les Africains, beaucoup d'Africains étaient allés étudier en Europe ou dans les pays occidentaux. Ils sont revenus, ils se sont dit, mais on a un esprit un peu plus ouvert, mais c'est possible qu'on soit indépendant, c'est possible qu'on accède à notre indépendance. Et les Africains ont essayé d'avoir un semblant d'indépendance. Mais 60 ans après, qu'est-ce que cela a pu engendrer comme résultat tangible? Si vous voyez un peu, ceux-là qui organisent les coups d'État, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont été formés par les Américains, Les Français également. Les Français. Les Russes. Les Russes, quand vous voyez, donc c'est des gens qui ont une nouvelle manière, une nouvelle approche en ce qui concerne l'organisation de la société, l'organisation du pouvoir. Quand vous voyez les Doumbouya, quand vous voyez les Goïta, quand vous voyez le jeune Sandaogo, vous voyez que ce sont des jeunes qui ont été formés par la puissance occidentale. C'est comme on revient un peu aux années 60. Mais bien, la question est de savoir si ces jeunes adoptent aujourd'hui cette voie de liberté ou de libération. L'autre question, c'est qu'ils doivent se demander si le résultat qui en découlerait profiterait beaucoup plus à l'Afrique. Parce que s'ils ne se posent pas cette question, on va reprendre les mêmes erreurs que nos pères ont commises dans les années 50 et dans les années 60. Et 60 ans après, il n'y aurait pas de résultat tangible. Parce que quoi qu'on puisse dire, les Occidentaux demeurent les Occidentaux. Et on pense que la puissance occidentale va se fragiliser comme ça devant nous. Ça va être un peu, c'est comme, ce sera du leurre. Donc, les jeunes doivent savoir qu'aujourd'hui, ils ont une certaine ouverture d'esprit. Ils ont étudié en Occident, ils ont été formés en France, ils ont été formés par les Américains. Quand on dit former, il faut dire formater. Formater, bien sûr. Mais ils doivent être beaucoup plus pragmatiques. Oui. Alors, l'autre chose, c'est que si vous voyez un peu ce qui se passe, c'est comme, c'est une situation un peu cyclique. Soit
on revient aux années 60, soit on revient en 2010, en 2010-2011. C'est comme le vent, le printemps arabe qui a soufflé sur l'Afrique Maghreb, blanche, sur le Maghreb. C'est comme, je sais pas, ici c'est pas le printemps, c'est la mousson, la matin, je sais pas si c'est la mousson sahélienne qui est en train de souffler ou c'est le printemps, c'est La l'armatan. conférence nationale souveraine, voilà. Qui est en train de souffler. Donc on doit prendre la situation avec plus de hauteur et un certain pragmatisme. Sinon, de la manière où la Libye est déstabilisée jusqu'à maintenant, où la Tunisie, les Tunisiens n'arrivent toujours pas à s'en sortir, les Égyptiens un peu, le Yémen un peu, le Yémen, la Syrie. La Syrie un peu, si on ne fait pas une certaine analyse beaucoup plus approfondie, 2 ans après ce qui est en train de se passer, la situation va devenir un peu plus chaotique en Afrique de l'Ouest. Regardez ce qui est en train de se passer au Niger, en Guinée-Bissau, ça devient de la pagaille. Nous sommes en train de déstabiliser à volonté et de la façon la plus sûre l'ouest du continent africain. Allez, on a pris le temps de parler du Burkina Faso. On va y rester. Rencontre entre la junte et les partis politiques à Ouagadougou. Après avoir pris langue avec les émissaires de la CEDEAO, on en a parlé. Le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris langue également avec les partis d'opposition. On a vu également le chef de file de l'opposition, Edi Kamboigo, qui a rencontré le Paul-Henri Sandaogo. Après, il a rencontré également l'ancien président Roch Marc Christian Kabore. Eric Johnson, vous pensez que c'est déjà une bonne initiative? Je ne le pense pas. Toujours pas. Je l'ai déjà dit. Vous avez vu de quelle manière, vous avez vu les images, de quelle manière ces chefs de partis politiques se prosternaient pratiquement devant le chef de la junte. Moi, c'est une image qui m'a écœuré. Je dis tout simplement que en cherchant... Peut-être les dit Kamboigo, le boulevard est ouvert. Non, mais oui, justement, ce qui se passe, en réalité, il est en train de demander leur soutien. Leur soutien, pourquoi? Parce que jusqu'alors, il n'a pas encore donné un calendrier fixe par rapport à ce qu'il a envie de faire pour restaurer. C'est pas trop tôt. Mais quand attends. on voit la Guinée, par exemple, avec Mamadi Doumbouya. Oui, justement, C'est le il drame dans l'histoire. est en train de prendre exemple sur la Guinée et le Mali, ce qui est vraiment malheureux. Et comme il le dit, c'est un drame, un véritable drame qu'il faut condamner. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour le bien du Burkina Faso, un pays frère et ami. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on dira qu'il y a un embargo économique contre le Burkina Faso, je vous dis, vous verrez des milliers de Togolais qui vont revenir au pays parce que les Togolais, si vous prenez juste après les frontières à Saint-Cassé, le nombre de Togolais qui sont installés là-bas, mais c'est énorme parce que ils font leurs petites affaires au quotidien là-bas. Et donc tout ce beau monde-là va devenir quoi? C'est ce qu'il faut voir, parce que aucune sanction économique ne profite à un pays, quelle que soit la hauteur du pays, quelle que soit la force de l'économie de ce pays. Vous vous rappelez que nous, au Togo, en 93, lorsque l'Union européenne a décidé de rompre sa coopération avec nous, mais vous avez vu, c'est ça, nous traînons jusqu'aujourd'hui. Les séquelles sont toujours là. Des gens qui ont perdu complètement leurs affaires. Des gens qui, franchement, ont perdu leur vie tout simplement parce ils étaient réduits à néant. Notre économie nationale en a subi un coup. Parce que pour payer même les salaires, c'était des démarches tortueuses que l'État faisait vers d'autres pays, vers d'autres continents, etc. Donc, une sanction économique ne va profiter à personne. Je ne pense pas que la junte au pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso est en train de bien faire la chose. Donnez un calendrier clair, donnez une date claire et tout le monde va vous suivre. Si par exemple, ce qui s'est passé au Mali, je l'ai dit, si au moins Assimi Goïta avait dit par exemple, par rapport à la situation sécuritaire, nous souhaiterions faire 2 ans, les gens allaient comprendre. Mais quand tu dis 5 ans, c'est un mandat présidentiel, tu n'es pas élu. Alors,
il faut voir les choses clairement et les dire telles qu'elles sont, afin que nous puissions sortir de cet embryo général qui est vraiment dangereux. Je le répète, très dangereux pour la sous-région. Les déclarations du chef de l'État vont dans le sens de ramener la paix. Nous le saluons. Nous saluons donc le chef de l'État, a déclaré le chef de file de l'opposition avant le putsch, Edi Komboigo, Justin Anani. Pour Edi Komboigo, la démarche de Paul-Henri Sandaogo d'Amiga est une démarche à saluer. Je pense que c'est consommé. Tout le monde sait que le coup d'État est consommé. Le coup d'État qui a permis de renverser les ordres établis. Donc le président n'est pas là. Entre-temps, la Constitution a été dissoute avant d'être ramenée le lundi dernier. Et bon, les formations politiques, est-ce qu'elles vont... Mais tout ça là se faisait sur quelle base? C'est un coup d'État. Un coup d'État, ça suppose que... Ça veut dire qu'on est dans un désordre. Non. Oui, dans une situation de non-droit. Voilà, oui. le coup d'État suppose qu'il y a un autre établi et il y a des gens qui se sont levés avec les moyens de bord, les armes ou quoi, ils ont renversé l'ordre établi, en commençant par le président de la République, le coup d'État. Et dans ce coup d'État, les militaires tiennent la garde, donc c'est la marque. Maintenant, qu'est-ce que Henri est en train de faire? C'est de dire à la communauté internationale qu'en réalité, nous avons des difficultés, que nous nous sommes rendus compte que le président en exercice, à qui on a donné le plein pouvoir, n'arrive pas à jouer sa partition. Et on reconnaît ses limites. Si on ne fait pas attention, nous aussi, on voilà. va faire face donc à il ne peut pas laisser les militaires être massacrés au nord du pays, plus de cinquantaine tués, les gens ont faim, ils n'ont pas les moyens pour se défendre et tout. Donc des arguments qu'on avance. Maintenant, pour que ces arguments-là soient avalés, il va falloir maintenant associer les acteurs Politique. Pas politiques, mais également ce qui sont les composants de la nation. Là, c'est là où je faisais allusion à ce qu'on appelle les forces vives de la nation. La société civile. La société civile. Et maintenant, pour dire, maintenant, on tente maintenant de communiquer. On tente maintenant d'expliquer. Pour dire, en réalité, nous n'avons pas pour vocation pour aller renverser le chef de l'État et prendre le pouvoir et l'exercer comme bon nous semble. Parce que nous avons constaté qu'il y a péril à la demeure. À partir de ce moment-là, en tant que corps constitué, il ne faut pas laisser faire. Donc on arrive à convaincre d'abord les politiques. Et ça serait après le tour des acteurs non étatiques, la société civile, ainsi de suite. Maintenant, le chef de l'opposition s'est rendu compte que, à l'issue des échanges, peut-être que les militaires ont exprimé leurs intentions. On ne peut pas leur laisser le boulevard. Donc, nous allons nous associer. Vous êtes au pouvoir. S'il y a peut-être un document rédigé, nous serons là, on va rédiger ça ensemble. S'il y a quelque chose à faire ensemble, on va le faire. Et au finish, vous allez organiser des élections. Et le pouvoir va nous revenir, nous les acteurs politiques. En fait, c'est ça la démarche qui est exposée. Maintenant, Eric parle de timing, période. Vous êtes là, vous allez faire combien de temps? Là, le corps habillé malin ne le dira jamais assez. Parce que... c'est difficile pour eux. On ne le dit jamais assez parce que... Mais lorsque la question a été adressée, je fais également allusion à Feu, le président Yadema. Mais il a dit que nous allons rendre le pouvoir au civil très, très, très rapidement. Mais il a fait combien de pouvoir? Il a fait combien de temps? 38 ans. 38 ans. Et à son décès, on a observé également un coup d'État. Oui. D'abord, un coup d'État militaro-civil. On a modifié la Constitution, l'armée a fait l'allégeance, et puis après la position de la France, Jacques Chirac a mené sa pression. Et finalement, on est là aujourd'hui. Ici, l'armée a joué son rôle. Oui, l'armée En a joué son rôle. faisant allégeance. C'est un coup d'État. Quand vous prenez la Constitution, nulle part ça n'a pas été dit qu'en cas de vacances de pouvoir, l'armée doit faire l'allégeance. Voilà. C'est la Cour constitutionnelle qui constate la L'armée a fait un coup d'État. Et le coup d'État n'est pas seulement un coup d'État militaire, mais ça a été également un coup d'État militaro-civil. Puisqu'on a associé les constitutionnalistes, les juristes, Charles Debache, paix à son âme, qui sont venus expressément de la France, qui ont aidé à modifier la Constitution alors que nous sommes en période de vacances. Ça, ce sont des éléments auxquels on ne peut jamais se dédouaner. Maintenant, pour ce qui concerne le Burkina Faso, moi je pense que le coup d'État est consommé. Et il va falloir que la CEDEAO comprenne également que le pays est en difficulté. Et même moi, je me rappelle également que dans les années 90, lorsqu'il y a eu la guerre civile au Libéria, ou en Sierra Leone, il y a eu une force de la CEDEAO qui s'appelait les Comores. Les Comores. Mais il va falloir également associer ces gens-là. Aujourd'hui, on parle de comiques. Voilà, donc il va falloir également penser dans quelle mesure il faut aider ces États-là qui sont en difficulté. Nos États également sont en difficulté. Le nord au niveau du nord du Bénin n'est pas toujours en paix. Les djihadistes font leur va-et-vient là-bas. Le Togo également, grâce à nos forces armées togolaises, on a été sauvés par cette attaque-là au niveau de Salaogo, je crois. Salaogo, récemment, dans le mois de novembre ou décembre. Donc ça vous a dit que nous ne sommes pas épargnés.
d'accord, les chefs d'État de la CEDEAO doivent se retrouver et penser dans quelle mesure on peut aider ces États-là et très rapidement pour établir l'ordre constitutionnel. Ouais, ils ont rencontré Paul-Henri Sandaogo, ils sont satisfaits, c'est ce qu'ils disent. Vous pensez, Firmin Tekou-Agbo, que c'est un grand pas? Non, c'est un grand pas. Moi, comment on peut avoir rencontré la junte et puis en être tellement satisfait? On est où là? On est où là? Moi, je vais juste demander une chose. Comment on l'a fait? Surtout le Burkina Faso, comment on l'a fait en 2015, quand les militaires, quand Isaac Zidane avait pris le pouvoir, c'est lui qui a pris le pouvoir, juste quelques minutes après le départ forcé de Blaise Compaoré. C'est Zida qui a pris le pouvoir et il y avait une pression internationale qui disait, monsieur, laissez le pouvoir et retirez-vous. Et c'est là où on était allé chercher Michel Kafando, qui était venu, un civil, un ancien ministre des Affaires étrangères. Après, lui aussi, il a été déposé. Oui, mais on peut reprendre le même schéma. C'est-à-dire, ce que la CEDEAO va demander maintenant, c'est que les militaires laissent le pouvoir aux civils. Qu'ils laissent le pouvoir aux civils et que les civils organisent les élections. Parce que les militaires, en réalité, ne doivent pas avoir pour ambition d'exercer le pouvoir politique. Ils sont là pour protéger. Ils vont être consultés à un certain niveau de la vie politique, de la vie publique, mais leur rôle premier, ce n'est pas d'exercer le pouvoir politique. Donc, ce que nous allons demander à la CEDEAO, et ce que aussi les partis politiques vont demander à la CEDEAO. Parce que si les partis politiques nous disent pratiquement rien, la CEDEAO va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Que pensez-vous de ce coup d'État? Oui, donc il faut que les partis politiques arrivent à faire une certaine pression pour que la CEDEAO et l'Union africaine, toute la communauté internationale, demandent à la jeune, remettez le pouvoir au civil. C'est ce que moi j'ai toujours demandé. C'est-à-dire, vous avez fait le coup d'État, c'est-à-dire, c'est déjà consommé, comme le dit Justin Anani, c'est consommé. C'est-à-dire, on ne peut plus aller chercher Roch Christian Kabore pour lui dire, revenez. Et quand lui va revenir, il va tuer tout le monde. Ah oui. Il va tuer tout le monde. Non, quand le Roch Christian Kabore va revenir au pouvoir, il va tuer tout le monde. Il va se dire, il va chercher à être dictateur, il va renforcer tout son pouvoir pour ne plus jamais subir cette humiliation. Non. Il n'est pas bête quand même. Oui, donc c'est pour cela que Éric Johnson, c'est pour cela que de toute façon, lui, on est en démocratie. Oui, donc il peut toucher à qui que ce soit. Et d'ailleurs même, c'est là où même il aura plus peur. Parce que désormais, il ne saura plus qui est qui. Parce que tous ces gens-là qui sont autour de lui ont travaillé avec lui. Oui. Et donc, même, vous imaginez un colonel qui devient maintenant le patron d'un général. Vous voyez un peu comment le truc est paradoxal. Oui, donc c'est pour ça que moi je dis, ce qui serait beaucoup plus simple et intéressant, c'est que la CEDEAO mène une certaine pression et que la jeune remette le pouvoir aux civils et que comme on l'a fait en 2014-2015, que les civils organisent les élections. Si Damibi, c'est comment ça s'appelle, Sandaogo Paul-Henri Sandaogo Damiba, bon, s'il veut toujours goûter à l'exercice du pouvoir politique, qu'il prenne. On n'est pas arrivé à le faire au Mali, en Guinée-Conakry, vous pensez qu'on peut le faire au Burkina? Non, comme ils sont un peu plus ouverts, donc Damiba peut accepter le second rôle, c'est-à-dire être Premier ministre. Donc, être Premier ministre, et on cherchera, pourquoi ne pas encore aller chercher Michel Kafando s'il n'est pas encore si vieux? Donc, on le ramène, donc il dirige encore une transition d'un an et c'est difficile. Et donc, la deuxième chose, c'est vite, on a encore une minute. Oui, la deuxième chose, c'est que moi, je m'étonne de ce que la jeunesse africaine applaudit tellement des deux mains ces coups d'État. Comment est-ce qu'on peut évoluer dans cette ambiance? Burkina Faso. Elle est déçue aussi. Oui, elle est déçue, mais regardez, mais si on est déçu, c'est comme on dit, c'est pas parce que vous avez fait que vous allez chercher tout pour manger, on ne mange pas tout, c'est parce en temps de famine quand même. C'est-à-dire, 8 coups d'État dans un pays, qu'on pouvait évoluer dans ce pays. Burkina Faso, ça va être le 8e coup d'État. En 60 ans. En 60 ans, 8e coup d'État. Mali. Plus de 4 coups d'État déjà. Mais c'est-à-dire, où est-ce qu'on va avec ça? Et puis la jeunesse africaine, qu'on qualifie d'intellectuelle, qu'on qualifie de plus réfléchie, qu'on qualifie de plus ouverte, et c'est elle qui accepte, excusez-moi, cette bêtise politique. On ne peut pas évoluer avec des coups d'État, c'est des choses qu'il faut condamner. Ouais. Et l'autre chose, la petite chose que je voudrais ajouter, peut-être pour approfondir un peu ce que Justin Anani a dit. Regardez, au Togo, ce qui s'est passé en 2005 était simple. C'est-à-dire, juste au lendemain du décès du général Léa Dema, les militaires sont allés chercher Fonya Sengbe et remettre le pouvoir à un civil. Ça là, c'est illégal.
Parce que dans la Constitution, selon la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui constate la vacance du pouvoir. Donc, or, ce sont les militaires qui ont constaté la vacance du pouvoir. C'est anticonstitutionnel et c'est illégal. Mais ce pourquoi on peut applaudir un peu les militaires togolais, c'est qu'ils n'ont pas pris le pouvoir pour l'exercer. Ils l'ont remis à un civil. Et après, ils sont retirés de la vie politique. Mais peut-être pour conserver leurs acquis, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite du débat, mes chers invités, Fiume Teko Agbo, Justin Anani et Eric Johnson.